pour cette troisième et dernière présentation, l'objectif, c'est de revenir sur ces vérifications d'installation de VMC et de vous faire ce témoignage de l'application du protocole. Alors là, c'est le protocole Promévent enfin, voilà, sur des installations sur le terrain. Alors, c'est soit effectivement dans le cadre de réception, mais également dans le cadre, d'une situation beaucoup plus délicate, dans le cadre d'expertise, soit en dommage ouvrage, soit en expertise judiciaire. Là, cette présentation va être en trois temps. Le premier temps, c'est de revenir sur quelques éléments contextuels et de voir tout l'intérêt que l'on a de s'appuyer sur un protocole. Ensuite, les vérifications fonctionnelles, ça va être l'occasion de revenir sur quelques défauts observés qui auraient pu, qui ont été identifiés au moment de la réception ou quand c'est dans le cadre d'expertise, qui ont été constatés en utilisant le protocole, mais cette fois trop tard puisque ça a engendré un sinistre. Et puis pour terminer, les mesures fonctionnelles. On l'a vu, le protocole va préciser le type de mesure à réaliser selon le type d'application, soufflage, extraction, en fonction du type de terminal également. Et ce protocole va aider l'opérateur à pouvoir réaliser une mesure fiable et voir comment réaliser cette mesure fiable. Donc, tout d'abord, quelques éléments contextuels et un rappel. Quand on parle de ventilation, on parle d'un sujet transversal. Bien sûr que le sujet de la ventilation est en lien direct avec la réglementation aération des logements, mais pas uniquement. On va avoir la ventilation qui va être concernée par toutes les problématiques et toutes les exigences réglementaires acoustiques, par les aspects énergétiques. Aujourd'hui, c'est l'exemple parfait puisqu'on parle de la RE 2020 dans laquelle la ventilation occupe toute sa place, mais ça l'était déjà dans la réglementation thermique 2012 et les réglementations thermiques précédentes. La ventilation joue un rôle essentiel en cas de présence d'appareils à gaz, ne serait-ce qu'une gazinière. Idem pour la sécurité contre les risques d'incendie, la sécurité électrique, l'accès handicapé, ne serait-ce que pour enclencher le grand débit cuisine, etc. etc., etc. Donc on voit que ce sujet est un sujet qui touche énormément, le sujet de la ventilation est un sujet qui touche énormément d'autres sujets, et ça va se traduire par un cadre réglementaire où on va avoir des exigences réglementaires citant la ventilation, évidemment l'arrêté du 24 mars 82 modifié, qui est relatif à l'aération des logements, mais également l'arrêté du 30 juin 99 pour les caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, l'ART 2012, à partir du 1er janvier 2022, l'ARE 2020. Quand on est sur l'existant, on va avoir la réglementation thermique de l'existant, on va avoir les certificats d'économie d'énergie, on va avoir l'arrêté du 23 février 2018 pour les appareils à gaz, l'équivalent pour l'arrêté du 23 février 2009 pour la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone, l'arrêté du 31 janvier 86 pour la protection contre l'incendie. Et on va s'arrêter là. On pourrait poursuivre la liste encore, puisque encore d'autres sujets, d'autres exigences réglementaires vont faire référence à la ventilation. Et pour répondre à ces exigences réglementaires, eh bien, quand on est sur une technique traditionnelle, on va voir les règles de conception, de dimensionnement, de mise en œuvre, de mise en service, d'entretien qui vont être définies dans le DTU 68.3, donc la VMC simple flux autoréglable, la VMC simple flux gaz. Bon, a priori, VMC simple flux gaz, on ne devrait pas trop en retrouver sur les constructions neuves, et la VMC double flux autoréglable. Et quand on est sur une technique innovante, comme l'est encore aujourd'hui la VMC simple flux hydroréglable ou la VMC double flux hydroréglable, eh bien, c'est l'avis technique qui va fixer ces règles.
Et ensuite, eh bien, on s'aperçoit que la vie technique va s'appuyer sur un cahier des prescriptions techniques qui lui-même va s'appuyer sur le DTU 68.3, qui lui-même va s'appuyer sur un ensemble de normes, par exemple la NFEN 12097 pour les exigences relatives aux composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduit, la 12236 pour le supportage et appui pour les réseaux de conduit, et ainsi de suite. Et donc, cet environnement normatif et réglementaire est extrêmement dense, justement pour que nos installations de ventilation puissent atteindre les objectifs de performance énergétique, les objectifs de qualité d'air intérieur et les objectifs de confort. Et dans cet environnement réglementaire et normatif dense, eh bien, l'opérateur qui va réaliser les vérifications des installations de ventilation va pouvoir s'appuyer sur un protocole qui va faire la synthèse de cet environnement et apporter la méthodologie ainsi que les outils qui vont l'aider dans chacune des étapes de la vérification à réaliser son contrôle de façon la plus fiable possible. Pour la pré-inspection, Sandrine l'a dit, on va avoir une checklist de documents et de points à contrôler. On va également avoir les critères pour valider si la pré-inspection est complète ou pas. Les vérifications fonctionnelles, ça va être sur les entrées d'air, sur les bougies d'extraction, les détalonnages, le caisson, le réseau. Et, le protocole va donner à l'opérateur la checklist des points à contrôler et également les critères de décision pour chacun de ces points. Et pour terminer, les mesures fonctionnelles aux bouches avec l'identification des mesures devant être réalisées et le mode opératoire à suivre pour réaliser ces mesures. Et donc, pour chacune de ces étapes, on va avoir ce protocole qui va apporter à l'opérateur un fil conducteur de telle sorte que le contrôle sera complet et le contrôle sera fiable. Autre point, c'est que on a déjà les outils directement disponibles via le protocole, mais il existe également d'autres outils. Par exemple, le logiciel AeroPlus qui a été développé par DoApp. Ce logiciel va permettre à l'opérateur, en direct sur chantier, de faire la saisie de l'ensemble des opérations collectées à chaque étape de la vérification, d'accéder aux différents outils d'aide pour justement valider le point de contrôle concerné et éditer un rapport qui fera la synthèse de la vérification. Ainsi, on va avoir un rapport à l'issue de la vérification. On aura un rapport qui va être exploitable par l'ensemble des acteurs de la construction. Deuxième temps, donc les vérifications fonctionnelles avec quelques exemples de défauts qui ont été observés sur le terrain. Donc, pour rappel, on s'appuie sur les checklists qui sont disponibles. Ces listes vont être adaptées selon l'application. Est-ce qu'on est sur de l'individuel, sur du collectif? Est-ce qu'on est sur de la simple flux? Est-ce qu'on est sur du double flux? Et vont détailler, sujet par sujet, l'ensemble des points à contrôler. Par exemple, dans le cas d'une simple flux, on va aller vérifier les entrées d'air, les passages de transit, les extractions d'air, le réseau aérolique, le groupe de ventilation, et dans le cas d'un double flux, ça va être la même chose, sauf que voilà, on va avoir les bouches de soufflage qui vont être et le réseau de soufflage en plus, mais on aura également l'unité de ventilation à vérifier avec des points de contrôle qui vont être spécifiques à chacune de ces techniques et à chacune de ces applications. Et quelques exemples justement de défauts simples qu'on va pouvoir détecter simplement, c'est par exemple dans le cas d'entrée d'air. Un des points de contrôle concerne la mise en œuvre de l'entrée d'air. La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et d'éviter toute gêne. Et bien, ce que l'on voit ici sur cette vérification-là, c'est que on se retrouve à avoir une entaille sur le coffre de volet roulant qui est en très grande partie obstruée par l'isolant du coffre de volet roulant. L'entaille a certes été faite en atelier, mais si on ne vérifie pas, on s'aperçoit qu'on ne peut pas s'apercevoir que la section de passage est en très grande partie
obstruer. Autre vérification que l'on peut faire, toujours sur les entailles ici, c'est uniquement un exemple des points de contrôle. C'est ici une entaille qui n'a pas été réalisée totalement, ce qui fait qu'on n'a absolument aucune section de passage de l'entrée d'air. Et si je n'ai pas une entrée d'air qui a été mise en œuvre correctement, qui permet d'avoir les débits, ce qui va se passer, c'est que dans la pièce concernée, j'aurai une insuffisance de renouvellement d'air. Et ce qui va se passer également, c'est que l'humidité ne sera pas évacuée correctement et va condenser. Ce qu'on voit ici, c'est au niveau du pont thermique en périphérie de la menuiserie extérieure, on a un développement de moisissure qui ensuite se propage sur l'ensemble du mur. Autre conséquence qu'on va pouvoir retrouver dans le cas d'un bâti qui est relativement étanche à l'air, c'est que j'aurai une perte de charge qui va être excessive au niveau des entrées d'air, qui va se répercuter au niveau de la pression disponible des bouches d'extraction. Je vais avoir des difficultés à atteindre la pression suffisante et donc les débits d'extraction, une insuffisance de renouvellement d'air à l'échelle du logement et un risque acoustique au niveau des entrées d'air avec une problématique de sifflement. Un autre exemple sur des bouches d'extraction, donc l'importance de la référence de la bouche d'extraction. Ce qu'on voit ici, là, c'est les points de contrôle que l'on a à vérifier, la marque, la référence, la plage de fonctionnement de pression, la plage de fonctionnement de débit et les caractéristiques de la bouche. Respectent-elles les spécifications de conception, à savoir les débits quand on est sur un système autoréglable, la référence selon l'avis technique quand on est sur un système hygroréglable. On va également vérifier le raccordement. Est-ce qu'on est sur une bouche qui est démontable? Est-ce que la bouche est raccordée avec une manchette adaptée en dispositif équivalent pour permettre une jonction étanche entre la bouche d'extraction et le conduit de liaison, mais aussi entre le conduit de liaison et la paroi support. Ce qu'on voit ici, par exemple, on était sur un réseau d'extraction où on a le conduit qui n'était absolument pas étanche et perforé. Et là, c'est pareil, c'est le même cas de figure. On a certes la manchette, mais on est sur un défaut d'étanchéité à l'air extrêmement important. Donc, les conséquences, si on a un défaut au niveau des bouches d'extraction, eh bien, si on a des bouches qui sont sous-dimensionnées, on va avoir une insuffisance de renouvellement d'air de la pièce concernée. Ça peut également se répercuter sur l'ensemble du logement. Si toutes les bouches d'extraction sont sous-dimensionnées, par exemple, j'aurai une insuffisance de renouvellement d'air également dans les pièces principales, et ça va engendrer également un déséquilibre au niveau du réseau aérolique. Autre constatation, là cette fois au niveau de l'unité de ventilation, ici on est sur un caisson d'extraction, où on voit que la gaine, un problème de tenue mécanique de la gaine qui, lorsque l'isolant dans les combles a été mis en œuvre, lors de cette opération, ça a arraché la gaine, elle n'a pas été remise, ce qui fait qu'on a un dépiquage qui n'est plus raccordé. En l'occurrence ici, c'est le piquage de la gaine cuisine. On a de l'isolant qui est entré dans le caisson d'extraction. Conséquence, aujourd'hui, le caisson est hors service. Toujours sur une problématique de tenue mécanique, on doit s'assurer que le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur. Ici, le rejet n'était plus raccordé sur l'extérieur parce que il y avait un problème de tenue mécanique au niveau de la gaine de rejet sur le rejet du ventilateur, ce qui fait que l'air vicié, l'air humide a été rejeté dans les combles. Et ce que l'on voit ici, c'est les combles. C'est une photo qui a été prise sur cette installation-là, qui a été prise au mois de décembre. Et l'air vicié était relargué, rejeté dans les combles, avec un phénomène de condensation qui s'est fait en sous-face de la couverture métallique et qui, par cette condensation, par ruissellement, en fait, a créé des traces d'humidité, comme si on avait l'impression, comme si c'était un problème d'infiltration. Non, c'était bien un problème qui vient de la ventilation, qui se traduit par des problèmes d'humidité ici en cueillie de plafond, mais qui étaient répartis après sur l'ensemble du logement.
Hop. Maintenant, sur les mesures fonctionnelles, donc là aussi, le protocole va apporter à l'opérateur toute la méthodologie à suivre. Ça va l'aider à réaliser, à identifier et à déterminer les mesures à réaliser, les mesures avant d'enclencher le grand débit cuisine, après avoir enclenché le grand débit cuisine. Là aussi, vont être précisés le type de mesure à réaliser, quand est-ce qu'on mesure des débits, quand est-ce qu'on mesure des pressions, le type d'appareil à utiliser, est-ce que j'utilise un anémomètre à fil chaud, à hélice, selon le type d'application, est-ce que je suis sur un réseau d'extraction, est-ce que je suis sur un réseau de soufflage, en fonction du type de bouche, est-ce que c'est des bouches autoréglables, hygroréglables, fixes, est-ce que c'est des bouches orientables. Comme ça permet justement d'avoir le bon appareil en fonction de la bonne bouche d'extraction, ou le bouche de soufflage. Comment réaliser la mesure de pression, la mesure de débit, quelles sont les exigences relatives à l'appareil de mesure par rapport à l'erreur maximale tolérée, par rapport à l'étalonnage, et pour terminer, comment analyser les mesures. On a ici un exemple de résultats sur une mesure de pression où on a les mesures qui ont été réalisées en débit mini et la mesure en débit maxi au niveau de la bouche cuisine. On a ici la plage de fonctionnement, on est sur des bouches hygroréglables, on est sur donc une mesure de pression. La plage de fonctionnement de la bouche hygroréglable, c'est 80-160 pascal, avec, dans le cas particulier de la bouche cuisine en grand débit, qui est 70 pascal. Et ensuite, on a la valeur mesurée et l'incertitude totale de cette valeur mesurée est déterminée en fonction des règles qui ont été définies dans le protocole. Et quand est-ce que la mesure est bonne ou pas? Eh bien, justement, c'est lorsque, avec l'incertitude de mesure, on est dans la plage de fonctionnement de la bouche d'extraction. Dans l'exemple pris ici, la mesure qui a été réalisée en cellier est hors plage de fonctionnement. On est donc sur une mesure de pression insuffisante.